Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi. Avec nous ce soir, Ihsan Qadi, bonsoir. Bonsoir. Abdelcher, bonsoir. Bonsoir. Mouni Boudjema, ça fait longtemps. Oui, ça fait un moment. Bonsoir, vous allez bien? Ça, merci. Ça va? Ça va. Attends, quand Mounir vient, ça veut dire que les affaires reprennent, hein? En général. Ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à se dire et à dire ce soir dans le CPP. Nous serons rejoints dans l'autre partie du CPP par Mahmoud Bougarmour pour parler de sport, de foot et de la Fédération algérienne de football. Abdelcherif, dites-nous, cette semaine, qu'est-ce qui vous a marqué? Hier, c'était le 21 mars. C'était le début du printemps. Printemps normal, pas printemps arabe, oui, parce qu'on ne va pas encore dire que l'apparition de Bouteflika ou un scandale dans la vie politique algérienne, c'était un événement. Ça y est. Ihsan, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Alors ça s'est passé samedi dernier, on tenait le CPP, on aurait pu en parler déjà, mais on n'était pas au courant. C'est un semi-marathon international qui a démarré à Blida, et le ministre est arrivé en retard, Ould Ali, on va peut-être en parler aujourd'hui. Il a fait arrêter lui et le Wali, ils ont fait arrêter le semi-marathon pour reprendre un nouveau départ en présence du ministre. Il y a des coureurs qui avaient fait 6 kilomètres. Et il y a des internationaux qui étaient présents. C'est l'Algérie du 4e mandat. Est-ce que ça s'est fait avec la demande du ministre? Telle est la question. C'est une information qui a été publiée par le Huffington Post Algérie et on dit que le directeur de la sûreté de la wilaya de Blida et le DJS, donc le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida, ont été suspendus. Voilà. C'est à vous, Mouni Boudjema. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? En termes d'information, certainement la reprise, l'octroi des licences d'importation pour la banane, c'est-à-dire c'est devenu tellement un sujet national que bon. À 6 opérateurs. À 6 opérateurs. À 6 opérateurs. À 6 chanceux opérateurs. Absolument. Mais avec un cahier des charges assez précis et des conditions qui apparemment n'existaient pas avant dans les anciennes. Elles sont dans la caricature de Dilem ce matin. Les conditions. Alors, l'une des informations marquantes de cette semaine, c'est évidemment la nomination surprenante, parce qu'on s'y attendait pas, à un nouveau président directeur général à la tête de Sonatrach. Sonatrach, c'est la première compagnie d'Algérie et d'Afrique. C'est, comme certains le disent, le poumon économique du pays. Alors, la question, c'est surtout sur le nom du successeur de Amin Maazouzi. C'est Moumen Ouelkaddour, connu pour avoir été le PDG de BRC, condamné notamment dans des affaires de justice. Comment est-ce que, en tant que journaliste, vous qui connaissez bien Sonatrach, l'ancien PDG et le nouveau, comment est-ce que vous avez réagi à cette nomination? Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça à la radio? Parce que c'est la radio qui a été la première à donner. Grosse surprise. Très grosse surprise, complètement incroyable, parce que on s'est tous mis à chercher le prénom. Est-ce que il s'appelait bien Abdelmoumen sur Internet? On appelait les gens au téléphone. J'essaie de trouver un équivalent dans des domaines que les gens connaissent. Enfin, j'arrive pas. Bon, donc on s'attendait au départ d'Amin Maazouzi par contre. Hein. Ça, on en a parlé plusieurs fois au Café Presse. Ça a tardé d'ailleurs. On se pensait qu'il quitterait un peu dans les semaines qui ont suivi le départ de Monsieur Saleh Khebri, le ministre de l'énergie. Ils sont arrivés en même temps au printemps 2015. Et on pensait qu'il partirait en même temps. Le bilan de Amin Maazouzi était très très contesté parce qu'il avait changé le staffing de Sonatrach, qui s'est débarrassé de beaucoup de cadres compétents et il n'arrivait plus à faire marcher la boîte. Il manquait d'expérience. Il a à son avantage, à son actif, une réputation de quelqu'un d'intègre et de fils de bonne famille, comme on dit quand on n'a pas grand chose à dire de quelqu'un. Mais pour le management, ça bloquait. Ça, on savait. Que ce soit
Abdelmoumen Ould Qaddour qui lui succède, c'est un séisme. Est-ce que vous considérez aussi que c'est un séisme, Abed? Est-ce que ça vous a surpris, cette nomination? Je dirais d'abord que ça m'a choqué. Ça m'a choqué, toute proportion gardée. C'était pas aussi fort que le retour de Chakib Khalil, mais c'était pas loin. Même si je fais une différence entre les deux, je fais une sérieuse différence entre les deux. Ensuite, il y a d'autres volets dont on parlera tout à l'heure, mais cette nomination montre peut-être une manière dont les décisions sont prises au cœur du pouvoir. Comment on a un pouvoir qui décide dans une espèce de bulle, en oubliant tout le reste, en oubliant la réaction possible des gens de Sonatrach, la réaction possible de l'opinion algérienne, la réaction possible des partenaires extérieurs de l'Algérie et donc de l'impact de cette décision sur une compagnie comme Sonatrach. C'est des volets, ils sont trop nombreux pour qu'on en parle, mais je dirais que pour moi ça a été un choc. Et c'est révélateur d'un système de décision qui est en train de devenir fou. J'ai deux questions. En fait, vous ne dites pas pourquoi ça vous a choqué. La deuxième question, quand vous parlez de réaction à l'intérieur, à l'extérieur d'Algérie, vous parlez bien de réaction négative, si on se comprend bien. Écoute, pourquoi ça m'a choqué? Ça m'a choqué parce que M. Ould Qaddour a été condamné à 30 mois de prison pour des contrats illégaux et pour intelligence avec une puissance étrangère. Mmh. Je suis prêt à admettre qu'il soit innocent. Je suis prêt à le croire. Mais je ne l'exclus pas. Hein. Ça, c'est un volet qui est très particulier. Je ne l'exclus pas, sachant les méthodes de fonctionnement de certains appareils de l'État à un moment donné, ça me semble possible et plausible. Mais que du jour au lendemain, quelqu'un qui était connu comme étant un corrompu et un agent d'une puissance étrangère soit parachuté, soit nommé à la tête de la plus grande entreprise du pays, c'est trop. C'est trop. On peut réhabiliter quelqu'un, on peut faire campagne pour le réhabiliter. On a bien essayé de le faire pour Chakib Khalil, ça n'a pas marché. Pour Ould Qaddour, j'imagine que ça aurait pu se faire et que c'était plus simple. Mais on l'a pas fait. On le met et l'opinion accueille ça comme c'est la prise de pouvoir des délinquants dans le pays. C'est ça la réaction première. Et votre réaction à vous, Mouni Boudjema, lorsque vous avez appris cette nomination? Écoutez, moi d'abord, je préfère parler du départ de Mazouzi et de l'arrivée de Ould Qaddour, c'est-à-dire dissocier les deux d'abord pour parler de ce qu'était la Sonatrach ces 3 dernières années ou ces 5 dernières années. Parce que c'est un peu lié, parce que si on revient à l'affaire BRC, où certains parlent du passé juridique de M. Ould Qaddour, c'est-à-dire que c'est complètement lié à ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire que depuis que la Sonatrach est rentrée dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire une dizaine d'années, avec le démarrage de toutes ces affaires dont on parle. D'abord, par rapport au management, c'est-à-dire ce que je peux dire sur le cas d'Amin Mazouzi, quand même, c'est, si vous permettez une image, c'est-à-dire, moi je pense à quelqu'un à qui on a donné les clés du camion, et que 3 ans après, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas le permis poids lourd. C'est-à-dire qu'on lui retire le camion, on se dit qu'il n'est pas capable de le piloter. C'est un peu ça. Le problème, c'est qu'on a perdu 3 ans. On a perdu 3 ans en pleine crise économique, c'est-à-dire où les revenus pétroliers ont baissé drastiquement. Et que on entendait en parallèle de ce management-là, piloté par le staff de M. Mazouzi, que tout allait bien. Il y avait des découvertes, la productivité en hausse, les hypothèses d'exploration et d'exploitation étaient aussi positives, ce qui était complètement faux. Et ça posera un autre problème sur les hauts responsables de l'État. Est-ce qu'ils disent la vérité au sommet? Ça c'est un autre débat. Maintenant, sur l'arrivée de M. Ould Qaddour, moi, les premiers échos que j'ai, je les partage pas, c'est-à-dire parce qu'il s'agit d'abord de problèmes d'efficience dans la gestion, donc de compétences.
Et même ses adversaires et ses ennemis les plus féroces disent que ce monsieur est compétent. Vous n'avez qu'à consulter son CV. On ne dirige pas une division opérationnelle au MIT aux États-Unis pendant 10 ans si on ne l'est pas. C'est-à-dire en termes de compétences pures, en termes de compétences stratégiques, managériales, il l'est. Ça, c'est même les firmes étrangères le disent. Maintenant, ce qu'il faut noter, la première des choses, c'est que pour la première fois, et ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de commentateurs qui l'ont noté, on est parti ramener quelqu'un de l'extérieur de la Sonatrach. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un enfant de la boîte, comme on dit. C'est-à-dire ça, c'est quand même assez révélateur de l'impasse dans laquelle se trouvait la compagnie. C'est-à-dire on dit souvent, il y a des cadres compétents, etc., etc. Qadi, on en a parlé. La mise à l'écart de cadres compétents, la mise à la retraite aussi, et le départ de beaucoup de cerveaux qui sont partis maintenant enrichir le management les staffs des compagnies étrangères. Ce qui fait que cette idée que la Sonatrach foisonne de compétences est de moins en moins évidente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je reviens au permis poids lourd. Est-ce que les gens ont la carrure, ont l'étoffe pour gérer Sonatrach dans le dans le contexte actuel. Et je veux terminer juste sur la mauvaise ou bonne réputation. Ouais. Ça me prête un peu à sourire dans les milieux énergétiques ou de l'armement ou dans ces secteurs stratégiques. Personne n'a une bonne réputation dans ces domaines? Bien sûr que personne n'a. Allez demander à Scaroni, il a 30 affaires en Italie. Ouais. Mais il reste considéré comme un très très grand manager du pétrole en Italie. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une mare à requins. Hein? Et on se demande pourquoi est-ce que ce type était un requin et on lui reproche d'être un requin. Moi, je préfère un requin qui gère la Sonatrach qu'un poisson rouge. C'est-à-dire, il faut être réaliste. Alors, après, c'est un poisson rouge. Je peux avoir un... Non, on est là pour avoir un avis. Qu'est-ce que vous pouvez avoir un avis. Contraire. Vous avez toujours un avis. Ça me rappelle une députée FLN qui m'a dit بعد بوتفليقة عاقرة الأمهات. C'est de la folie. Un pays comme l'Algérie qui ne peut pas donner un bon gestionnaire de son Sonatrach clean et compétent. C'est de la folie. C'est pas les gens qui posent problème. C'est le système de décision qui pose problème. Comment on désigne ces gens, qui les désigne, dans quel contexte, etc. Il faut rappeler que Sonatrach venait de sortir de l'histoire méziane. Méziane accusé par la justice, il y avait un procès, il était accusé de picorer en famille. J'ai pas envie d'aller dans le détail. Sortant de cette histoire-là, le minimum c'était d'avoir quelqu'un qui avait un peu de probité. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit, on veut nous prouver que la probité, finalement, on peut s'en passer si on a des managers compétents. Je suis désolé. On peut se passer de ministres et de présidents de la République qui prennent ce type de décision. Vous prenez n'importe quel staff dans Sonatrach qui peut avoir la marge de décision, qui organise les concertations, les réunions des conseils d'administration, qui organise les vraies réunions de décision stratégique, etc. Ils ne feront pas 5% des bêtises qui sont faites aujourd'hui. Non, c'est le système de décision qui est en cause. Mais justement, ce que dit Monet Boudjema'a rejoint ce que vous avez écrit sur Maghreb émergent, un bon papier, ça arrive. Que vous avez parlé de l'affaire de Mohamed Ould Qaddour et vous rejoignez un peu ce qu'a dit Monet Boudjema'a puisque vous avez dit Hassan Qadi sur Maghreb émergent qu'en fait on a nommé Ould Qaddour parce qu'on a trouvé personne d'autre. Est-ce que c'est pas inquiétant aussi? C'est pas moi qu'on ne trouve pas. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des anciens des anciens. Un ancien ministre et un ancien président directeur général de Sonatrach qui essaie d'expliquer la rationalité ou l'irrationalité d'ailleurs de ce choix. Mais de quoi parle-t-on? On parle d'une entreprise qui est en crise, qui a subi plusieurs attaques. Il y a eu l'attaque de l'intérieur de la gestion Khalil, qui donc c'est ce que ça a donné, les affaires que nous continuons à traiter aujourd'hui. Ensuite, il y a eu toute une période de paralysie où personne ne voulait prendre des décisions. Tous les managements qui sont arrivés après, Monsieur Cherouati, Monsieur Abdelhamid Zerguin, Monsieur Sahnoun, pour les citer tous, avant Monsieur Mazouzi,
ne sont pas restés à la tête de Sonatrach parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre les grandes mesures qui permettent le redressement de Sonatrach. C'est-à-dire quoi? Transiger avec des partenaires et relancer l'exploration et le développement. C'est ça le métier de Sonatrach. Et ces patrons n'ont pas réussi à le faire parce qu'on était dans un climat de défiance qui interdisait de prendre de grandes initiatives. Lesquelles grandes initiatives étaient prises par leurs prédécesseurs. Nous avons reçu cette semaine avec Hassan Haddouche Monsieur Nazim Zouéouch, qui était patron de Sonatrach, donc PDG, au milieu des années 90. Il a signé de très grands contrats. Moi, j'ai assisté à Hassim Saoud en décembre 95 à la signature du contrat avec le chairman de BP, et ça a donné la province d'Ain Saleh. La négociation a été menée par monsieur Zouéouch, et il a été au bout, et les termes du contrat, bon, la loi les définissait, mais il y a des aspects de la négociation qu'il a arbitré lui-même. On le sait. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce profil de patron de Sonatrach qui soit capable d'engager Sonatrach, par exemple de changer, d'aller vers des discussions en shortlist avec des partenaires pour développer des blocs sans passer par Al-Naft, ce que la loi devrait permettre. Il y a un besoin d'accélérer le mouvement du management, de changer de cap, de diffuser de la confiance, de mobiliser les équipes, etc. Qui peut donner qui peut diffuser cette confiance, qui peut donner cette impulsion? Évidemment, un grand manager, ça, il n'y a aucun doute qu'il faut être un grand manager et un grand meneur d'hommes, mais aussi quelqu'un qui ne souffre d'aucune possible contestation. Et donc, si Monsieur Ould Qaddour remplit une partie de la condition, on peut être d'accord pour dire que c'est un grand manager. Tout le monde le dit pour ce qu'il a fait à BRC. Il est par contre quelqu'un du point de vue des affaires qu'il a traitées, dont on n'a pas liquidé le solde parce qu'il n'y a pas eu de procès. C'est quelqu'un de lié, c'est quelqu'un qui va avoir une faille, une faiblesse, qui fera que, à sa façon, ça pourra pas être quelqu'un qui va faire avancer son attaque. Non, ça marche pas. Non, là non plus, ça ne marche pas. Monsieur Ould Qaddour est un grand manager. Ça suppose que ce qui a été écrit sur les contrats qu'il a signés quand il était à la tête de BRC, ça veut dire que toutes ces informations sont fausses. Non, elles sont justes. C'est pour ça que c'est un grand manager. Elles sont justes. C'est quelqu'un qui a réussi à gonfler le chiffre d'affaires de sa boîte. C'est ce que les actionnaires demandent à un DG. Hein. Ils lui demandent de faire de la marge. Attends, il est arrivé à vendre très cher. Tu achètes une bouteille d'eau à 1000 dinars, c'est pas lui qui l'a acheté. C'est de la gestion. Mais c'est pas lui qui l'a acheté. Celui, c'est le vendeur. Ceux qui auraient dû être poursuivis, ce sont ceux qui ont accepté d'acheter à ces prix-là. C'est pas lui. Lui, son métier, c'est de vendre. Vas-y. Voilà, c'est lui qui a acheté. C'est pas lui qui a acheté, c'est lui qui vendait. Non, on va laisser Abed. C'était le vendeur. Abed Sharif, allez-y. Non. Moi, j'ai lu des informations. Si elles sont vraies, la gestion de M. Ould Qaddour a été calamiteuse. Elle était performante. C'est lui qui fournissait. Il a fourni à l'armée, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a été en prison. C'est parce que il a vendu un hôpital militaire à Oran où les équipements étaient 3 fois, 4 fois plus cher que ce qu'il devait. Les chiffres qui sont passés dans l'inspection des impôts, c'est les chiffres de ce qu'on a acheté à BRC. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on accepte de lui acheter à ce prix-là? Ça, c'est le procès qui aurait dû le montrer. Est-ce qu'il a graissé la patte à des généraux? C'est une supposition. Est-ce qu'il a graissé la patte à des généraux pour qu'ils signent des contrats aussi chers? Ça, c'est la partie de l'enquête qu'on ne connaît pas. Merci. Mouni Boudjma. C'est-à-dire, on est en plein cœur de ce qu'est la déstabilisation de la Sonatrach depuis 10-12 ans, volontaire ou involontaire. C'est-à-dire, quand je dis volontaire ou involontaire, c'est-à-dire, comme a dit Abed, bon, je sais pas si c'est un lapsus, il dit j'ai lu. On a tous lu des articles de presse qui parlent d'affaires de justice. Dans certains cas, on ne connaît pas la vérité. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y avait aucun journaliste au tribunal militaire de Blida, je signale. C'est une autre affaire. Si. Bon, non, il n'y en avait aucun. C'était à huis clos, c'est un tribunal militaire, il n'y avait aucun. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de comptes rendus de presse. D'ailleurs, dans le cadre de Cheikh Ibrahim, c'est un peu son mécanisme de défense, de dire, la presse a dit, etc. On ne m'a pas accusé formellement. C'est-à-dire, où sont les preuves? C'est exactement ce que le storytelling, j'allais dire, de Ould Qaddour est bâti un peu sur la même façon. Vous ne savez pas la vérité, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, j'en arrive aux conséquences. C'est-à-dire, les conséquences, c'est ce que dit aussi Qadi en disant que c'est une boîte qui est déstabilisée, et c'est pas n'importe quelle boîte, c'est la pompe à essence de l'Algérie, c'est-à-dire c'est le coffre-fort de l'Algérie. Et on peut pas impunément, c'est-à-dire ne pas solder les comptes de ce qui s'est passé il y a 10-12 ans.
Maintenant, qui dit la vérité? Il y en a qui disent le verre à moitié vide, voire verre à moitié plein. Je ne pense pas que nous, journalistes, ici, ayons accès à ces dossiers dans le détail et au PV pour savoir exactement ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire, à partir de là, moi, je ne tire pas sur quelqu'un qui arrive, on connaît déjà même pas on sait même pas comment dire le maçon devant le mur, est-ce qu'il va être capable de redresser cette compagnie ou pas, hein? C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est d'abord le résultat, c'est l'efficacité du résultat. On ne sait pas s'il va le faire ou pas, et si jamais il le fait demain. C'est-à-dire, quels seront les commentaires? C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Maintenant, c'est un problème d'efficacité. On est en crise économique. C'est-à-dire, la Sonatrach a souffert. Je reviens à un détail très, très rapidement. Pourquoi Mazouzi est parti? Il y a beaucoup de choses, mais je reviens à ces effets d'annonce où on dit un peu tout et n'importe quoi à l'opinion publique algérienne et même au président de la République et aux instances. C'est-à-dire que maintenant, quand on vient, il y a un gouverneur de la Banque centrale qui vient, il dit il n'y aura pas d'évaluation du dinar. Comment il peut s'engager sur quelque chose comme ça alors que la monnaie n'est pas convertible? C'est un non-sens. Les gens disent n'importe quoi. Ces hauts cadres disent n'importe quoi. Mazouzi vient et il parle de quoi? Il parle d'offshore. Comment ça, offshore? C'est-à-dire on n'a aucun titre. La Sonatrach n'a aucun titre sur les périmètres. On n'a développé absolument rien. Ça n'existe pas, l'offshore en Algérie, et il fait miroiter des revenus imaginaires à l'opinion publique et aux décideurs qu'on va développer l'offshore. Alors que, sur le point de vue légal, c'est l'Alnaft qui doit être propriétaire des titres. C'est une des erreurs de M. Mazouzi. Non, c'est-à-dire la communication. C'est-à-dire on est dans le domaine de cette communication pour plaire au sommet. C'est une communication verticale. On peut pas laver facilement comme ça. Non, on lave personne. Monsieur Ould Kaddour, de tout ce on a fait peser sur lui. En deux mots. Il y a deux affaires. Il a été poursuivi parce qu'on a jugé qu'il y avait un trafic d'influence chez BRC qui s'est fait au détriment, au préjudice de ses clients. Les clients, c'est aussi Sonatrach, attention, BRC qui était une joint venture entre les Américains de KBR et Sonatrach, vendait, l'un de ses principaux clients était Sonatrach. Donc, la surfacturation, elle a frappé aussi un des actionnaires. Voilà, notamment la fameuse poubelle à 40 000 dinars. L'autre grand client de BRC, c'est l'armée, c'est le ministère de la Défense. Ce sont les hôpitaux, les aérodromes militaires, etc. Il y a eu le centre de criminologie de Bouchaoui pour la gendarmerie nationale, qui a été fourni de A à Z, clé en main par BRC. Et donc, le problème, c'est pourquoi ce monsieur arrivait à faire passer des factures aussi importantes. On l'a poursuivi pour ça. Trafic d'influence, ça laisse entendre quoi? Ça laisse entendre que il y avait un système qui faisait que c'est comme pour Saipem et Eni avec Khalil. Saipem et Eni arrivaient en donnant des sous-dommages, arrivaient à obtenir des contrats en Algérie. Donc il y avait un problème de ce type-là. Cette affaire n'a jamais été jugée. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas s'il s'est enrichi. On ne sait pas s'il s'est enrichi personnellement. Donc de ce côté-là, il est défendable. Monsieur Ould Kaddour est défendable. Moi, j'ai écrit qu'on ne lui connaît aucune preuve d'enrichissement personnel. Mais on n'a pas fait de procès. Ça reste en l'air. L'affaire pour laquelle il a été en prison, c'est une affaire liée à l'enquête. Monsieur Ould Kaddour a été accusé par les militaires d'avoir exfiltré des informations concernant son enquête auprès du DRS. D'ailleurs, il faut rappeler aux amis auditeurs de Radio M qu'il n'a pas été condamné seul, il a été condamné avec l'officier du DRS qui lui a ramené les éléments d'écoute du dossier Tao. Voilà. Je dois reprendre du début ou là? Non, dites ce que vous pensez. Non, il y a plusieurs points qui ont été évoqués. Ben oui. Je rappelle que dans le procès Mzian, il y avait quelqu'un qui s'appelait Monsieur Hemsch. Le fameux Monsieur Hemsch. Qui était là. Qui est en Suisse aujourd'hui. Et donc, Monsieur Mzian a dit que lui ne décidait de rien. Les choses se passaient ailleurs. À Sonatrach, on ne décidait pas. On signait et c'est le ministre qui décidait. Lequel ministre décidait pour le président de la République ou la sur instruction ou là, de toute façon, c'était la même signature. Donc c'est un système de gestion qui est en cause. Dire aujourd'hui que M. Ould Kaddour va pouvoir gérer Sonatrach, la faire avancer, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Gérer Sonatrach dans n'importe quelle condition, c'est avoir un pouvoir politique
qui a une politique dans ce domaine-là, c'est avoir un Conseil national de l'énergie qui définit les grandes lignes, c'est avoir un ministre qui fait les grands choix politiques dans ce secteur-là, et puis Sonatrach qui tient une entreprise dans le secteur qui est chargée de mener un certain nombre de tâches dans une clarté totale et avec chacun ayant son territoire, son périmètre d'action. Monsieur Ould Qaddour, qui était hier accusé d'intelligence avec une puissance étrangère, va gérer Sonatrach aujourd'hui et prendre des décisions. Mais on est en train de devenir fou. Il faut regarder les choses en face. Il ne fera rien d'autre que ce qu'on va lui dicter. Il n'était pas accusé de puissance étrangère, c'est la presse, hein, c'est pas de la justice. C'est la presse. Hein, ça dépend. Non, tu prends les choses sur un détail. L'histoire d'un officier de DRS, il a été accusé d'avoir exfiltré des informations, etc. Je veux pas aller dans le détail à chaque fois, le détail pour couper un raisonnement. Non, ça ne marche pas. Il ne pourra strictement rien faire parce que il n'a pas la crédibilité, il n'a pas la légitimité pour le faire. L'autre folie, c'est de dire qu'il n'y a plus de personnel capable de gérer Sonatrach. Alors, un pays de 40 millions d'habitants qui peut pas créer, qui ne peut pas produire un PDG de Sonatrach, c'est encore de la folie. C'est le constat auquel vous êtes arrivé, Ihsan. C'est qu'un pays de 40 millions ne peut pas produire. Est devenu fou. Comment? Depuis ce matin. Ça, c'est ce qui est rapporté. Moi, oui, je ne crois pas. Rapporté, moi, j'ai pas besoin de dire que c'est une folie. J'ai fait juste rapporter que c'est ce qui se dit, mais évidemment, c'est pas recevable. Est-ce que c'est un mauvais casting, Amine Mazzouzi? Est-ce que, contrairement à ce que dit Abed, ou est-ce que vous êtes d'accord avec Ihsan, est-ce que vous pouvez que le nouveau PDG peut relancer l'entreprise? Est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Tu t'imagines? Écoute, il va négocier un contrat avec les Italiens, avec les Américains, les Espagnols. Demain, le partenaire italien est en face. Il va dire, ce type prend combien? C'est ça qui va préoccuper Non, mais vous en faites pas. Le partenaire étranger se posera toujours la même question face à n'importe quel, que ce soit ou un autre. C'est parce que on parle des corrompus, on parle pas des corrupteurs. Ces grandes firmes internationales, ça ne marche pas. Pardon. Ça ne marche pas. Tu as parlé, laisse-moi parler. Ces grandes firmes sont des usines à corruption. C'est eux qui proposent des commissions, c'est eux qui proposent des pourcentages. Et je peux te dire que ça ne corrompt, peut-être ça corrompt encore plus à des niveaux intermédiaires plus bas, hein. Tu n'as qu'à aller à Hassim Saoud et voir qu'il y a des propositions qui peuvent être faites à des simples ingénieurs parce qu'ils sont qualifiés sur un tube certains millimètres de tubing ou de casing, et c'est eux qui prennent ces décisions. Et quand ils prennent les décisions techniques, c'est répercuté dans le top. C'est-à-dire, on l'a bien vu dans le cas de Méziane. Il a voulu mettre les mains dans le pot de confiture, il a été attrapé. Et tout le monde sait que dans le milieu de l'énergie, que si tu veux faire des affaires prospères, il faut être en dehors de la Sonatrach. C'est-à-dire que, parce que au niveau de la Sonatrach, et c'est ça un des grands déficits de la gestion Mazzouzi et de tous les DG qui sont passés, c'est cette question de contrôle et d'audit. Mais c'est-à-dire que actuellement, on parle d'un grand audit de la Sonatrach, à commencer par les ressources humaines, comme a dit Ihsan, sur cette déperdition des cadres, hein, qu'on les met à la maison, qu'on les affecte dans le sud, ou qu'on les envoie à l'Institut de Boumerdès, hein, où c'est des gens on attend qu'ils prennent leur retraite, hein. Donc, à partir de là, de dire carrément, c'est-à-dire de condamner quelqu'un, que ce soit Ould Qaddour ou quelqu'un sur la gestion, c'est-à-dire qu'on sait même pas comment ça va se passer. Si tu as une boule de cristal, moi j'en ai pas. Moi c'est tout ce que je dis. C'est actuellement le bilan. La boule de cristal, je peux pas laisser passer ça. Non mais comment ça? Ça se dit dans un débat, une boule de cristal. Je peux pas accepter ça. Tu vas dire que ça va être une faillite. Ça va être un échec. Oui. Voilà. Je le dis parce que quand le partenaire étranger avait en face de lui Monsieur Sadaq Boussena à la tête de Sonatrach ou là Monsieur Zouéwesh à la tête de Sonatrach, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens-là? Ils sont tous experts internationaux. Il faut qu'on termine un raisonnement. Non, mais ils sont tous ça. Là aussi, c'est pareil. Je parle d'une idée très précise. Quand ce partenaire, quand cet homme crédible, intègre et à la tête de l'entreprise avec sa réputation, le partenaire étranger ne va pas penser combien il prend. On peut citer M. Bouhaf, on peut citer M. Attar, il y a eu beaucoup de grands présidents, directeurs généraux. Donc, il y a tout ce monde-là et non.
quand même. Alors, C'est cette nomination qui a surpris beaucoup de personnes, et nous notamment, est-ce que vous pensez, je commence par vous Yassine, est-ce qu'elle a été décidée par le président de la République? Elle ne peut pas être décidée contre le président de la République, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il l'a fait lui en pleine conscience? C'était un gros point d'interrogation. On a vu son apparition la semaine dernière, il est visiblement pas en état de décider. Saïd Bouteflika, à mon avis, a eu son mot dans l'affaire. Et je pense que c'est une décision qui exprime quelque part quand même une forme de panique dans le pouvoir, parce que le pouvoir ne fait plus attention à tous les aspects qu'a cité Abd au début, c'est-à-dire comment ça va être reçu par les partenaires, comment ça va être reçu d'abord par l'opinion algérienne. Et donc quand on n'arrive plus à faire attention à ces aspects-là, parce qu'on n'a pas les éléments de retour, les capteurs, et on ne sent pas le pouls de la société, de ce qu'il y a autour de soi, on prend ce type de raccourci et on revient à réhabiliter de manière choquante quelqu'un qui peut-être peut être réhabilité, mais qui effectivement doit passer par un processus beaucoup plus lent. Abdelchalef, une décision décidée en haut lieu? Écoute, moi ça me donne l'impression, là je suis sur des impressions, j'ai pas de boule de cristal, sur ça je suis beaucoup plus prudent, je suis prêt à tenter quand même, je suis tenté de dire que c'est l'issue d'un bras de force, et donc il y a eu un conflit et on a tranché dans le vif en prenant des risques énormes. Et là, les risques sont énormes et je pense qu'on va le payer. On va le payer. Ça, c'est le type de décision qui se paye. Alors lui, on n'a pas parlé de lui depuis... Oui, vas-y, Mounir. Oui, vas-y. Juste un aspect. Maintenant, pour parler de la gestion de la Sonatrach, c'est-à-dire il y a quelques éléments à prendre en compte sur comment la décision aurait pu être prise, parce que moi je ne sais pas comment elle a été prise, mais bon, tout le monde sait autour de cette table que les relations entre le PDG de la Sonatrach et son ministère de tutelle étaient exécrables, avec M. Nordin Boutarfa. Tout le monde le sait. M. Nordin Boutarfa auréolé de son succès de négociateur, l'OPEP, pour ramener les prix du pétrole là où elles devraient être pour être conformes à notre loi de finances. Donc, tout le monde savait qu'il y avait de l'eau dans le gaz, son jeu de mots. Donc, Deux, quid de la présidence de la République, où on a l'impression que personne n'examine les chiffres, personne n'examine les bilans, qu'il n'y a pas d'audit sérieux. Je signale qu'il y a quelqu'un qui est ex-ministre de l'énergie, ex-PDG de la Sonatrach, Youssef Yousfi, qui gère ce dossier à ce niveau-là. Donc c'est assez sérieux, et je ne pense pas que les qualités d'intégrité de M. Yousfi sont remises en cause. Troisième aspect, il y a une chefferie du gouvernement, c'est-à-dire qui, elle, pilotait le processus et était là. C'est-à-dire qu'on était à un moment, c'est-à-dire où on fait des projections. L'équipe Mazouzi a été chargée de faire des projections 2017-2021, qui était un programme à moyen terme, ce qu'on appelle le PMT, où il disait grosso modo qu'il fallait plus de valeur, vendre plus, avoir plus de recettes, mais sans calculer les coûts. C'est-à-dire les coûts actuellement à la Sonatrach sont impossibles à gérer, parce que la Sonatrach actuellement n'est plus capable d'assurer des explorations et des exploitations sans association. Et c'est pas la faute ou sans partenariat. C'est pas la faute du budget du Mouloudia d'Alger. Et c'est pas exactement. Donc à partir de là, il y a des faits qui sont objectifs. Pourquoi l'équipe Mazouzi est partie? Donc, à partir de là, qu'on ramène Ould Qaddour, moi je dis, maintenant il faut sauver la Sonatrach. Il faut sauver la compagnie. Que dit sauver la compagnie? C'est-à-dire rééquilibrer, parce qu'il y a des champs historiques qui sont en dessous de l'exploitation normale. On lance des choses, mais insensées. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai demandé à des experts. On m'a dit, par exemple, le dernier appel d'offres sur 3 raffineries, et 2 hydrocrackers de plusieurs millions de tonnes, alors que là, on les lance, donc ça va nous faire encore coûter 3 ou 4 milliards de dollars, alors que la production d'automobiles, enfin l'importation d'automobiles a chuté de 50%. C'est-à-dire, il y a quand même des décisions, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire on arrête de dire que au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, il n'y a pas une réflexion stratégique sur pourquoi on doit choisir X ou Y à tel moment. On arrête de prendre des gens pour des clowns. Je regrette.
J'ai envie de dire que il y a une réflexion à deux niveaux. La première, moi je suis choqué par la capacité du pays à accepter l'inacceptable. Monsieur Ould Qaddour, dans les années 70, dans les années 80, c'était inimaginable sa nomination, c'est impossible. Le retour de Cheikh Ibrahim, c'est totalement exclu. Et donc, on est dans un pays qui quelque chose s'est cassé, il y a des ressorts qui sont cassés et que on accepte de discuter de ces situations-là. Le deuxième point, il est évidemment politique. On ne peut pas éviter ça. Est-ce qu'il y a encore un pouvoir en Algérie? Est-ce qu'il y a un centre où on évalue, où on étudie des décisions de cette envergure-là? Sonatrach, c'est Sonatrach. Elle a vécu Cheikh Ibrahim, Monsieur Mziane. Elle a vécu avec deux personnes totalement effacées qui étaient Monsieur Khebri et donc Monsieur Mazouzi. C'est Sonatrach. Il devrait y avoir 3 ou 4 conférences d'une semaine chacune pour désigner un nouveau PDG. Et on débouche sur Monsieur Ould Qaddour. Pour moi, il n'y a plus de pouvoir. C'est un tout petit segment de pouvoir qui a pris cette décision de manière isolée. Parce que c'est pas possible. Même quelqu'un d'aussi, quelqu'un d'aussi léger que Monsieur Sellem, ça fait tilt dans sa tête. Une décision pareille, ça doit faire tilt. C'est pas possible. Une dernière question avant de clore cette partie. Elle est posée par un auditeur qui nous dit: Qaddour à la tête de Sonatrach, c'est comme Cheikh Ibrahim à la tête du ministère. Qui acceptera ça? Il vous rejoint un peu. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que c'est un peu le retour masqué, caché de Cheikh Ibrahim aux affaires? Il y a des personnalités de Sonatrach qui nous ont rappelé que Cheikh Ibrahim a lâché Ould Qaddour quand celui-ci a eu des difficultés et que donc les deux hommes ne sont plus des proches. Voilà, c'est quand même un détail important. Il y a un enrichissement personnel établi dans le cas de Cheikh Ibrahim. Il y a des virements vers le compte de sa femme, de ses amis, de ses fils, de son fils. Et donc dans ce cas, on a des choses précises. Dans le cas d'Ould Qabliya, c'est beaucoup plus... Ould Qaddour, pardon, je savais que j'allais finir par le dire. Il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise. Donc, c'est différent. Voilà. C'est plus difficile on pourra pas le savoir maintenant. Merci à vous tous. Il y a juste un petit détail. Donc, le parallèle entre Ould Qaddour et donc M. Cheikh Ibrahim. M. Ould Qaddour a été condamné par la justice algérienne. Les affaires concernant M. Cheikh Ibrahim ont été révélées par une justice qui est autrement plus crédible. Italienne. Donc ça fait toute la différence. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un tout petit moment. Merci d'être venu, Mouné Boudjema. Et à bientôt. Merci. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Si vous nous rejoignez, vous avez raté une belle première partie, même si Abed Chelef n'aime pas quand on parle de partie. On a parlé de l'affaire Sonatrach et c'était un débat très intéressant et très houleux sans aucune expression péjorative avec nos participants. La deuxième partie, on va parler d'autre chose, un débat encore plus passionnant et qui vous concerne encore plus, c'est celui du football. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football algérien avec l'élection d'un nouveau président de la Fédération algérienne de football? Pour cela, nous sommes rejoints par vous. Mahmoud Bougarmouh. Mahmoud Bougarmouh. Vous allez bien? Je sais pas comment je dois le prendre. Très bien. Merci pour l'invitation. C'est votre deuxième CPP, Mahmoud Bougarmouh. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est une nouvelle ère? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle ère? Déjà, on va pouvoir
commencer à parler des choses sérieuses dans le CPP aujourd'hui. Voilà, passons aux choses sérieuses, bien sûr. Voilà. Oui, une nouvelle ère, c'est sûr, parce que c'est la fin d'une époque. Après un dirigeant important, une personnalité importante, le départ on marque toujours un nouveau départ, quoi. Mm-hmm. Et cette fois-ci, c'est particulier parce que pour une fois, c'est une personnalité jeune qui arrive à la tête de la fédération algérienne de football, une personnalité qui défend un nouveau modèle, un modèle de formation, voilà. Abed Sharif, qui aurait pu imaginer le départ de Mohamed El Raouraoua? On en parlait tout à l'heure avec Hassan Qadi. Si l'Algérie n'avait pas été éliminée du premier tour de la CAN, il serait encore président. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Il serait encore président et tout ce débat ne serait pas là. Attention, je vais te ramener à la première partie. Pourquoi? Parce que il y a pas longtemps, on disait que si El Raouraoua se part, le monde s'écroule. Ouais. Et là, on découvre qu'il existe quelqu'un qui a un projet, je parle pas de son projet. Mm-hmm. Il a un vrai profil, il a un vrai itinéraire. Donc, pour moi, c'est suffisant. Ça fait, c'est quelqu'un qui est légitime pour ce poste. Monsieur Mahmoud Bougourmouh a dit que c'est un type jeune. Il a plus de 50 ans. Ouais. Donc, regardez. Comparé à ce qu'il se faisait auparavant, voilà, je pense qu'on peut parler de jeunesse cette fois-ci. Comment lui, qui est vraiment jeune, comment il regarde les choses? On est jeune quand on a plus de 50 ans à la tête d'une fédération de football, hein. C'est pas en politique ou là. Toutes ces divers. Mais moi, ce que j'ai retenu le plus dans cette histoire, c'est que nous sommes en 2017. Nous sommes dans une élection qui ne concerne pas la politique. C'est pas des législatives, c'est pas une élection présidentielle. On a réussi à avoir un seul candidat, alors qu'il y a des dizaines de personnes qui rêvent d'accéder à ce poste. Moi, je trouve ça fabuleux et je trouve qu'en même temps, ça délégitime un petit peu M. Zetchi qui méritait mieux. Il méritait d'être élu dans une vraie élection. Les gens l'auraient soutenu. Mais allez au fond des choses. Je dis, très personnellement, je devrais pas dire ça, mais je vais le dire. Je l'aurais très probablement soutenu. Mm-hmm. Parce qu'il a un vrai profil. Il a un vrai bilan. Il a fait des choses. Il dit des choses, etc. C'est quelqu'un qui me dit des choses. Cet homme-là me dit des choses. Mais comment on a réussi à faire cette élection? Vous voulez dire qu'il a été choisi, que c'est pas une élection légitime? C'est ce que vous voulez dire? Qu'il a été imposé? Écoute, on peut pas accéder à la FAF contre l'avis du pouvoir. Mmh. Ça, c'est une évidence. Mais on peut faire les choses autrement. On peut avoir des candidats. On peut avoir 2-3 candidats. On peut organiser les choses autrement pour qu'il n'y ait pas de contestation, pour qu'on n'aille pas à la FIFA, pour qu'il n'y ait pas ce ministre qui impose une assemblée générale tel jour et puis c'est le président de la commission électorale qui a dit que l'assemblée se tiendra dans 2 mois et puis voilà. Si on peut juste préciser, j'imagine qu'on est démocrate autour de cette table. Monsieur Zetchi a été élu de manière démocratique. Hein. Oui, mais concrètement, dans les faits, l'Assemblée générale, comme le président Bouteflika en 99. Voilà. Je suis désolé. Il était candidat unique. Ouais. C'est une manière de ne pas légitimer cette élection. Alors, juste, c'est pas le cas. Il y a 2-3 semaines, je disais l'élection n'est plus truquée le jour du vote. Mm-hmm. Elle est truquée en amont. En amont avec le retrait. En évitant d'avoir des candidatures, on a truqué l'élection. C'est pas la plus belle des élections, mais ça reste une élection quand même. Oui, juste une disposition légale, c'est qu'en cas dans le cas d'une élection à candidat unique, les textes disposent qu'il faut une majorité absolue. C'est-à-dire que si l'Assemblée générale ne donne pas de majorité absolue, donc plus de 51% des voix, l'élection n'est pas validée. Mmh. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, dans les faits, après, on peut juger de l'indépendance de l'Assemblée générale, des choix de l'Assemblée générale, mais dans les faits, l'Assemblée générale a voté et c'est le jeu du monde associatif. Et Hassan Qadi, vous avez beaucoup de choses à dire sur cette élection à la tête de la Fédération algérienne de football. Non, mais pas autant que sur l'élection de Ould Qaddour. Soutenu par son copain Omar Gharib. Vous avez une boule de cristal concernant cette élection? Alors, d'abord, l'importance de ce qui est arrivé. Moi, j'ai été journaliste sportif à l'époque, on ne pouvait pas écrire en économie et en politique, en 85 et en 86, et
85 jusqu'à 88, jusqu'à octobre 88. Le sport, le football a toujours été, on va dire, un territoire d'éclaireurs par rapport au reste de la société, par rapport au reste du jeu politique. Il s'est toujours passé des choses déjà dans l'expression, par rapport au journalisme, mais aussi dans le mouvement associatif. C'est quelque chose qui annonce peut-être des changements qui vont arriver. Ce changement est symboliquement très important. Symboliquement très important. On ne sait pas après ce qui va arriver, mais symboliquement. Il met fin au mandat d'un homme complètement lié à l'appareil de l'État. Monsieur Rawraoua a été beaucoup vanté comme étant un grand manager. Monsieur Rawraoua a été un très grand manager du monopole. Il a été à la tête du monopole de l'ANEP pendant de très longues années. Il a bien géré le monopole de l'ANEP. Il a été à la tête de cette association qui a le monopole du football algérien. Et du point de vue du monopole, il a bien géré puisqu'il a bien vendu son produit phare qui est l'équipe nationale. Et il a fait le maximum pour qu'elle soit la plus prestigieuse possible. Ça, voilà, ça dépend du sport. Après, c'est pas de lui que ça dépend. Le changement, c'est quoi? C'est en quoi c'est important? On a un acteur qui ressemble à ce qui va arriver les prochaines années, qui sort du secteur privé, qui s'est construit une autre histoire, qui n'a pas bâti son bilan sur les monopoles et sur l'argent public. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Et au milieu, il y a le politique qui gâche tout. Le politique qui gâche tout, parce que le politique, effectivement, discrédite ce qui aurait dû être extrêmement légitime. Monsieur Zetchi est légitime pour être président de la fédération. Et on peut pas parler comme le fait Mahmoud Bouguermouh pour dire il a eu la majorité absolue. S'il y avait eu plusieurs candidatures, il l'aurait pas eu au premier tour, cette majorité absolue, plus de 50%. Si monsieur Medouar avait pu déposer sa candidature normalement, si monsieur Aïssaoui, ancien président de la fédération, ancien ministre, aurait pu déposer sa candidature normalement, eh bien, on aurait eu une véritable compétition et il n'est pas sûr que monsieur Zetchi aurait été élu. Donc, le politique gâche tout. Le politique gâche y compris les transitions qu'ils peuvent faire, qui sortent de la crise. Et lors de l'avant-dernier CPP, vous avez dit vous-même, Hassan Radi, que ce n'était pas encore décidé que Mohamed Rawraoua ne soit pas candidat ou pas. Il aurait attendu la dernière minute, un signal de la présidence de la République, finalement. Il est victime de la bronchite aiguë du président de la République. Il n'y a pas eu de signal. Est-ce qu'il est victime d'absence de signal ou est-ce qu'il a été lâché volontairement? Alors, moi, je suis tenté d'avancer une autre explication. Ouais. Lié à deux faits parallèles, mais peut-être convergents. Le premier fait, c'est le nouveau président de la FIFA qui est en train de solder l'herbe à terre. Donc, Hayatou a été expulsé. Mohamed Rawraoua a été viré de la CAF. Et donc, c'est un monde, c'est une époque qui se termine. C'est une époque qui s'écroule. Alors, grande question. Ça ressemble à l'attitude de Mohamed Al-Ammari en 2004, quand il a rendu crédible la possibilité de la non-élection du président Bouteflika pour un deuxième mandat. Rawraoua a joué un jeu central dans l'élection de Zetchi. Il ne s'est pas prononcé. Les autres attendaient qu'il se prononce. Si Rawraoua est candidat, ça veut dire que les jeux sont faits. Rawraoua n'a pas dit qu'il n'était pas candidat. De mon point de vue, ça signifie que la décision était prise bien avant, que M. Zetchi était le nouveau candidat et que Rawraoua a parfaitement géré la chose pour qu'il n'y ait pas de turbulence. Pour lui, c'est réussi. La preuve, M. Mahmoud Bouguermouh estime que c'est une élection qui s'est déroulée correctement dans les formes. Mais en fait, le jeu de Mohamed Rawraoua a donné ce résultat. Et pour moi, Rawraoua était acteur dans une transaction qui s'est passée dans de bonnes conditions. Mahmoud Pour préciser un peu mon point de vue, je ne remets pas en cause le fait que qu'effectivement on a empêché certaines personnes de se présenter. En fait, je précisais simplement le point de vue de l'Assemblée générale. Et à ce jour, aujourd'hui, l'Assemblée générale a les possibilités de faire une motion de censure, de remettre en cause l'élection de Zetchi. Ce que je précisais simplement, c'est que l'élection, comme elle a été l'élection de Zetchi aujourd'hui, est légale. C'est simplement ce que je voulais dire. Après, bien sûr que je suis d'accord. On n'a pas laissé certaines personnes se présenter, on a traîné. Mohamed Rawraoua a une grande responsabilité dans le fait de ne pas s'être prononcé. Ça, c'est ce qui a fait le plus de mal à cette élection. Si Mohamed Rawraoua s'était prononcé
assez de temps à l'avance en disant je ne me présenterai pas à cette élection, ça aurait peut-être permis effectivement à Medouar de présenter une liste solide et d'autres, à Mouldi Issaoui, à pourquoi pas d'autres présidents ou d'autres personnes simplement. Je vais poser la même question qu'à Abed. Est-ce que finalement Zotchi et Hassan Radi il a été choisi? Pourquoi lui? Pourquoi Khaireddine Zotchi en particulier? Bon, c'est pas le président d'un grand club. Il a le meilleur profil que Ould Qaddour, absolument. Il a un bien meilleur profil et bien moins problématique et plus facile à vendre. Ce qu'on va voir, c'est que, c'est que il y a une régression de ce point de vue-là. Il y a eu une très grosse régression dans le sport, le football, c'est quand même le mouvement associatif. C'est des règles du jeu qui sont pas complètement celles du pouvoir. Il y a l'autonomie, c'est ça que je voulais préciser. L'autonomie des assemblées générales. Ce sont ceux qui sont dedans qui décident du destin de leur fédération, etc. Et ce qui s'est passé, on va le voir dans les prochains jours. Il y a eu un interventionnisme, le retour d'un interventionnisme digne du temps de Monsieur Guidoum. Qui était ministre, qui voulait nommer lui-même directement tous les présidents de fédération. C'est monsieur Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui s'est fait l'ambassadeur de cet interventionnisme. Ça lui ressemble aussi. C'est quelqu'un qui a fait le mouvement de masse et qui a, de ce point de vue-là, une sorte de véhémence qui fait qu'il veut que ça se passe comme ça, et il est prêt à découdre avec ceux qui ne lui obéissent pas. Il est même prêt à faire revenir en arrière des marathoniens qui n'ont pas attendu pour démarrer. Et donc, il y a eu une régression. C'est dommage pour la candidature de Zotchi. Mais on peut penser que derrière Ould Ali, évidemment, il y avait un consensus pour que ça soit lui. Mais d'avoir été porté par quelqu'un comme Ould Ali, je pense que ça le dessert. Il faudrait juste que les Algériens, qu'il se passe quelque chose rapidement dans les prochaines semaines et les prochains mois, pour qu'on oublie les conditions peu honorables dans lesquelles M. Zotchi a été élu président de la fédération. Monsieur Ould Ali, grâce à qui le marathon est passé de 42 à 48 km. Sur le choix de Zotchi, on a eu l'occasion de le dire au lendemain de la débâcle de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On a fait une émission ici, une émission l'ALM, et quand on s'est posé la question autour de la table, qui pour succéder à Raoulawa, on se préparait déjà à un départ d'Araoulawa. La première personne qui a fait l'unanimité, c'était Zotchi. Et pourquoi Zotchi aujourd'hui a un modèle, défend un modèle et a même fait ses preuves. Ce modèle de formation très intéressant. On peut peut-être le préciser pour les auditeurs. Il a lancé en 2007, donc on peut dire il a été précurseur dans la formation en lançant cette académie en collaboration avec Jean-Marc Guillou, qui est un formateur qui avait fait ses preuves auparavant, notamment en Afrique. Les académies Jean-Marc Guillou, ça a notamment été les frères Kalou, des joueurs comme ça, les frères Touré, qui sortaient des académies Jean-Marc Guillou. Et justement, on se disait que ce serait intéressant un modèle de formation. Aujourd'hui, c'est le point noir du football algérien. C'est la formation. Et il a dit une chose très intéressante il y a quelques années, peu après le lancement de son centre de formation, c'est qu'il se projetait 10 ans après, et il imaginait 70% de l'équipe nationale composée de joueurs formés au Paradou. Aujourd'hui, c'est le cas de l'équipe U20, de l'équipe moins de 20 ans. Pourquoi pas dans quelques années l'équipe A? Oui, alors dans cette histoire-là, Zotchi a un profil. On aurait pu avoir un autre profil. Le profil Haddad. C'est-à-dire quelqu'un, le Real Madrid qui achète des joueurs, qui met de l'argent et qui réussit. C'est un choix possible, c'est un choix d'un football fric, totalement adossé à l'argent, etc. C'est pas un club. Le Zotchi, c'est un modèle. Donc, mais ce qu'on va suivre dans la semaine prochaine, c'est que dans la liste de Zotchi, il y a quand même Rebou Haddad, Zotchi était soutenu par Omar Gharib. Zotchi, curieusement, est soutenu par les contre-modèles de ce qu'il représente. Alors, comment il va gérer tout ça? Il est un peu obligé, non? Il est un peu obligé. Mais allez, non, mais moi, je dis pas, quand on est en campagne électorale, on essaie de brasser large. C'est pas un problème. Je dis, il va être obligé de gérer ses contradictions. Si Monsieur Zotchi va dans la direction, reste conforme à son profil, sur 2-3 ans, on peut envisager la disparition
des présidents actuels. Ce qui serait une énorme avancée pour le football algérien. Non, c'est rien. On peut pas le dire comme ça. Oui, enfin, parce que c'est la plus grande difficulté qu'il va avoir à affronter. Tu vas avoir la disparition des gens qui ils chauffent les matchs. Tu te dis c'est pas un progrès. On peut pas réduire le football. L'industrie du football, on peut pas la réduire à ça. Non. C'est l'un des grands. Tu parles de l'industrie du football. Moi, je parle il y a l'esprit du football. On revient à l'éthique. Au moins, tu vas avoir la disparition des gens libéraux les matchs. C'est un progrès immense. Je pense que par rapport à cette transition, on pourrait dire que le politique applique dans le football ce qu'il est en train d'appliquer dans l'économie. On passe d'un modèle importateur à un modèle producteur. Le modèle importateur, Mohamed Rawrawa. Oui. Il a importé une équipe nationale. Modèle producteur, local. Zetchi. Il donne la priorité à la formation. On pourrait le dire. Va plus loin et débouche sur le modèle électoral. Ça serait parfait. On pourrait donc le penser comme ça. Mais en réalité, ce qui fait bouger le politique par rapport au sport, mais en particulier par rapport au football, c'est quand même une gestion par la peur. C'est une gestion par le besoin de, entre guillemets, pacifier la société, pacifier les jeunes, avoir des résultats qui calment la population, éviter qu'il y ait un franc qui naisse sur ce terrain-là. On le sait avec le Mouloudia, moi je connais bien un peu l'expérience du Mouloudia, je suis membre de l'Assemblée Générale du club civil, du club amateur. Lorsque ça n'a pas été pendant un moment, on a été chercher Sonatrach pour régler le problème de l'argent. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de gestion. Sonatrach, boîte publique, qui ne sait pas gérer. Et on a été chercher un manager qui ressemble un peu aux gens de la rue et qui parle le même langage que les supporters du Mouloudia en pensant que c'était lui qui allait être la solution. Omar Gharib. Omar Gharib, c'est un peu le Ould Qaddour, avec tout le respect qu'on doit à l'un et à l'autre, du football, parce que c'est quelqu'un de sulfureux qui a un problème avec la justice, qui a un repris de justice sur un dossier peut-être plus délicat encore que celui de Ould Qaddour, et qui peut apparaître à un moment donné comme étant la solution politique pour éviter que les supporters, que les gens du football n'occupent la rue. Pour l'équipe nationale, c'est un peu le même raisonnement, mais on a choisi quelqu'un qui avait peut-être plus de solutions, mais la première réflexion, c'est quand même celle-là. Qui peut nous permettre de ne pas avoir de problème avec le peuple qui aime le jeu? Et ça, le temps nous le dira. Merci à vous tous d'être venus à ce CPP. Vous vouliez parler de Ben Sebaini, non, Mahmoud? Oui, juste des précisions sur l'académie. Oui, vous lisez mes fiches. Bien sûr. Il faut pas lire les fiches. Je m'informe bien. Non, ça allait dans le sens de ce qu'a fait Zetchi. Aujourd'hui, le meilleur résultat la meilleure preuve du travail de Zetchi, c'est Ben Sebaini, effectivement, qui a été formé ici et qui a rejoint aujourd'hui un club en France et voilà, et qui est, on espère, un de nos cadres pour les générations à venir. Merci à vous d'être venu, Mahmoud Bougarmour. Vous présentez l'Alam sur Radio M. Ihsan Qadim, merci pour l'invitation. Merci à Abed Jalef, merci à Mouni Boudjama'a qui était avec nous lors de la première partie. Merci à vous de votre fidélité. Les podcasts du CPP sur radio-du6m.net. On se retrouve mercredi prochain. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.